Le 10 octobre 2025, la fermeture soudaine du fleuve Sahel bouleversa d'un seul coup l'équilibre fragile du Burkina Faso et mit fin à une routine que beaucoup croyaient intangible. En prenant cette décision, Ibrahim Traoré rompit avec 78 ans de dépendance hydraulique, déclencha un séisme diplomatique qui franchit les frontières régionales et força les puissances extérieures à reconsidérer leur contrôle historique sur cette ressource essentielle. Que signifie, pour chacun, le choix d'Ibrahim Traoré lorsqu'un pays décide d'assumer seul sa souveraineté la plus vitale? Un tournant décisif se profile désormais. La décision de fermer le fleuve Sahel ne fut pas présentée comme un geste d'audace, mais comme une nécessité que le pays ne pouvait plus contourner. La promesse centrale était claire: rendre enfin au Burkina Faso son autonomie hydrique durable. Cette perspective, simple en apparence, transformait pourtant chaque journée en test grandeur nature, car l'enjeu ne portait plus seulement sur la gestion de l'eau, mais sur la capacité d'un État à reprendre le contrôle d'un secteur clé sans soutien extérieur. Les risques étaient énormes: tensions diplomatiques, fragilité énergétique, contraction économique, perte temporaire d'emplois, ralentissement agricole. Mais un paradoxe s'imposait peu à peu. Plus les oppositions internationales se durcissaient, plus la population locale semblait se rallier à l'idée que cette rupture pouvait ouvrir une ère de reconstruction souveraine. Et c'est précisément ce contraste, chute immédiate contre promesse d'indépendance, qui créa un point de bascule difficile à ignorer. Un détail encore peu examiné allait pourtant changer la lecture de toute cette affaire. La première révélation tomba dès les jours suivant la fermeture. Les archives hydrologiques exhumées par une équipe nationale montraient que près de un tiers des données essentielles sur le fleuve avaient été produits et validés à l'étranger. Cette découverte, discrète en surface, fit comprendre que la question n'était pas seulement juridique mais structurelle. Le Burkina Faso n'avait jamais réellement possédé l'information qui gouvernait sa propre eau. Dans ce contexte, la décision d'Ibrahim Traoré prit une toute autre dimension, car elle ne se limitait plus à la rupture d'un contrat vieux de plusieurs décennies. Elle révélait l'existence d'un système de dépendance technique profondément enraciné dans les pratiques administratives depuis l'époque coloniale. Les premières enquêtes montrèrent que la cartographie des débits, la prévision météorologique, l'évaluation des réserves et même certains protocoles de surveillance provenaient de centres européens. Ainsi, la fermeture du fleuve devenait l'acte inaugural d'un renversement longuement contenu, celui d'une réappropriation méthodique des outils qui façonnent la politique de l'eau. À Ouagadougou, les autorités durent réévaluer l'ensemble de l'architecture hydraulique: stations vétustes, barrages sous-investis, réseaux de distribution partiellement privatisés. Les ingénieurs locaux, souvent cantonnés à des rôles d'exécution, se retrouvèrent soudain chargés de missions stratégiques. La transition n'était pas improvisée, mais elle avançait à un rythme qui obligeait chaque institution à revoir ses procédés internes. Dans les provinces, les rapports de terrain dessinèrent un tableau contrasté: pénurie ponctuelle dans certaines zones, mais apparition de réseaux communautaires capables d'organiser une distribution alternative. Peu à peu, une cohésion inattendue se forma autour de l'idée que le pays entrait dans une phase d'apprentissage collectif où savoir-faire, autonomie et gestion directe se substituaient aux circuits habituels. Ce climat de recomposition profonde allait préparer le terrain pour un second choc, moins visible mais déterminant pour la suite. Les premiers acteurs à prendre la mesure du changement furent les ingénieurs envoyés sur les rives du Sahel. Parmi eux, un jeune hydrologue de Bobo-Dioulasso participa à la réhabilitation rapide d'une station de mesure abandonnée depuis plusieurs années. En 3 jours, son équipe rétablit un flux de données locales
qui permit de cartographier les besoins urgents des villages riverains. Ce travail, modeste en apparence, devint l'un des premiers signes qu'une expertise longtemps sous-utilisée pouvait reprendre sa place dans la gestion nationale de l'eau. Un autre cas émergea dans la périphérie de Ouagadougou, où un groupe d'enseignants transforma le réseau de collecte de pluie d'une école en point de distribution temporaire pour le quartier. Grâce à une simple adaptation des réservoirs existants, plus de 100 familles purent réduire leur dépendance aux circuits perturbés. Ces initiatives illustrèrent un mouvement plus vaste, la mise en avant de figures locales capables d'agir rapidement, là où les structures officielles mettaient encore du temps à se réorganiser. Le rôle de ces acteurs intermédiaires devint crucial, car ils reliaient les décisions centrales aux besoins immédiats des habitants, tout en formant le socle d'une compétence décentralisée. Le gouvernement encouragea ces expérimentations, conscient que la réussite de la transition dépendrait autant des ressources humaines que des infrastructures. En parallèle, les radios régionales relayèrent quotidiennement les progrès réalisés, créant un sentiment d'implication collective qui renforça la confiance dans la capacité nationale à surmonter les premières difficultés. Ces impacts précoces, bien qu'hétérogènes, montrèrent que le pays avait amorcé un basculement fondé sur l'initiative locale et la coordination progressive. L'enchaînement commença dès l'aube du 10 octobre 2025. La fermeture du fleuve fut annoncée sans préavis. Les autorités locales activèrent immédiatement le plan de réaffectation hydraulique. Les équipes techniques furent réparties entre les barrages, les stations de pompage et les points de mesure. L'objectif initial était simple: stabiliser les débits essentiels. Mais cette première ligne d'action ouvrit une série de réactions plus vastes. Un communiqué diplomatique européen dénonça une rupture unilatérale. Les chancelleries régionales cherchèrent des explications. Les marchés réagirent en quelques heures. Les prix de l'eau embouteillée montèrent. Les transporteurs augmentèrent leurs tarifs. Les files d'attente se formèrent dans certains quartiers de Ouagadougou. Ce fut la phase d'activation. Puis la tension monta d'un cran. Les partenaires occidentaux suspendirent plusieurs programmes de coopération. Les médias internationaux parlèrent de gestes imprévisibles. Ibrahim Traoré réaffirma publiquement que la décision visait la souveraineté hydrique. Cette prise de position déclencha un basculement intérieur. Les radios locales relayèrent des messages d'économie d'eau à Detsaou. Les associations communautaires organisèrent des collectes de pluie. Les écoles adaptèrent leurs installations pour stocker davantage. Dans les zones agricoles proches de Bobo Dioulasso, les irrigations furent réajustées. Les ingénieurs militaires réparèrent des canalisations laissées inutilisées depuis des années. Le comité Sahel publia ses premiers bulletins techniques. Les Cypriotes, les citoyens suivirent les directives avec discipline. Parallèlement, les sanctions commencèrent à produire leurs effets. Les entreprises étrangères rapatrièrent une partie de leur personnel. Certaines chaînes logistiques se retrouvèrent en difficulté. Les importations de pièces pour les turbines ralentirent. Les coupures d'électricité devinrent plus fréquentes. La phase de haute tension était pleinement engagée. Ensuite vint la poussée populaire. Un mouvement d'entraide se forma spontanément. Les quartiers organisèrent des tours de distribution. Les réseaux sociaux burkinabés servirent de plateforme d'alerte. Les marchés improvisèrent des points de recharge en eau potable. Les hôpitaux mirent en place des circuits internes d'économie. Cette cohésion surprit les observateurs étrangers. Elle donna au gouvernement un espace de manœuvre inédit. Les ingénieurs envoyés en province commencèrent à restaurer des infrastructures oubliées. Des stations locales, alimentées au solaire, furent remises en service. Les autorités constatèrent que certaines zones rurales s'adaptaient plus vite que prévu. Une courbe inattendue apparut. La demande, d'abord instable, se stabilisait. La production énergétique
malgré les coupures, se redressait graduellement. Les flux agricoles montraient des signes de compensation. C'était le début d'un rééquilibrage partiel. Puis, la phase de décantation s'imposa. Les partenaires africains observèrent l'évolution du pays. Des discussions informelles débutèrent entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le ministère de l'Eau publia un calendrier de restauration progressive. Les équipes locales achevèrent la remise en état de plusieurs stations cruciales. Le gouvernement projeta d'étendre la cartographie communautaire. Les habitants perçurent les premiers résultats visibles. Les files d'attente se réduisirent, les coupures devinrent moins longues, les circuits agricoles retrouvèrent un rythme partiel. La pression internationale demeurait, mais la base interne gagnait en cohésion. Au terme de cette séquence, un fait dominait. La rupture avait révélé la capacité du pays à absorber des chocs majeurs. La question suivante devenait inévitable. Jusqu'où cette transition pouvait-elle tenir? Avant la fermeture du fleuve, les relevés hydrauliques montraient une dépendance stable mais fragile, alors qu'après la rupture, les premières mesures révélèrent une contraction nette des débits disponibles dans plusieurs zones clés. Cette variation constitua le premier indicateur concret de la transition. Elle montrait que le pays devait simultanément absorber la perte d'un système ancien et bâtir de nouveaux mécanismes de régulation. Les ingénieurs chargés d'évaluer les impacts identifièrent rapidement trois grands domaines où les chiffres étaient insuffisamment précis pour éclairer la trajectoire du pays. Le premier concernait l'agriculture. Les régions dépendantes du fleuve enregistrèrent une baisse immédiate estimée entre 15 et 20% de leur rendement saisonnier. Cette donnée révèle l'exposition directe des cultures irriguées aux changements structurels. Pour limiter ces effets, les autorités encouragèrent l'usage des cultures pluviales, tandis que certaines zones diversifièrent leurs méthodes en installant des bassins de rétention temporaires. La reprise partielle observée dans les semaines suivantes fut le résultat d'une organisation locale plus flexible que prévu. Les coopératives paysannes ajustèrent rapidement leur cycle de production afin d'éviter une chute prolongée. Le second indicateur se situait dans la production énergétique. Après la fermeture, la capacité hydroélectrique du pays diminua d'environ 18% durant les 6 premières semaines. Ce pourcentage montre la sensibilité du réseau national aux fluctuations hydriques. Les équipes techniques réagirent en réorientant plusieurs circuits vers des générateurs solaires et thermiques. Ces ajustements, bien que coûteux, permirent d'atteindre une stabilisation progressive. Les villes connurent encore quelques coupures, mais l'ensemble du territoire évita l'effondrement complet grâce à une série de réparations rapides. Les responsables du secteur affirmèrent que cette période d'adaptation constituait un test crucial pour future résilience. Le troisième champ de mesure portait sur les ressources humaines. Les programmes lancés après la rupture aboutirent à la formation d'environ 5 ingénieurs spécialisés dans la gestion de l'eau. Ce chiffre marque une montée en compétences inédite dans un délai réduit. À cela s'ajouta un ensemble de techniciens répartis dans les provinces pour remplacer les équipes étrangères parties en urgence. Cette dynamique créa une valeur stratégique. Elle renforça l'autonomie technique et consolida la capacité d'intervention nationale. Plusieurs centres locaux devinrent capables de fonctionner sans assistance extérieure, ce qui représentait un gain structurel majeur. Ces trois séries d'indicateurs dessinèrent un même constat. La transition, bien que brutale, activait une transformation interne plus rapide que prévu. Les pertes immédiates étaient réelles, mais elles ouvraient la voie à une reconfiguration durable du rapport entre le pays et ses infrastructures vitales. Dans ce contexte, l'approche d'Ibrahim Traoré consistait moins à compenser chaque déficit qu'à construire une base d'autonomie progressive. Les données disponibles montraient que le chemin serait long mais non impraticable. La question n'était plus de savoir si la transition devait avoir lieu, mais comment les secteurs
affecté allait absorber et convertir les contraintes en capacités nouvelles. Cette lecture quantitative de la crise allait bientôt nourrir un débat contradictoire qui structurerait les positions opposées. Pour les partisans de la fermeture du fleuve Sahel, l'argument central demeure la nécessité d'une rupture nette avec un héritage institutionnel considéré comme déséquilibré. Ils soutiennent que, depuis des décennies, la gestion hydrique reposait sur des mécanismes extérieurs qui limitaient la marge de manœuvre nationale, tant dans la planification agricole que dans la production énergétique. Selon eux, reprendre le contrôle du fleuve constituait une étape indispensable pour restaurer la souveraineté technique et permettre l'émergence d'une économie fondée sur des compétences locales. Leur position s'appuie sur les premières transformations observées: formations accélérées, réparation d'infrastructures dormantes, montée en autonomie des provinces, réorganisation administrative. Ils estiment que ces évolutions prouvent que la dépendance antérieure n'était pas une fatalité, mais seulement un état entretenu par l'inertie du système. Les opposants, au contraire, mettent l'accent sur les coûts immédiats, visibles et mesurables. Ils rappellent les pertes agricoles, les coupures prolongées d'électricité, la suspension des financements internationaux et les sanctions qui ont frappé plusieurs secteurs clés. À leurs yeux, une transition aussi brutale place la population devant des sacrifices disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus à court terme. Ils craignent qu'un pays déjà fragile n'entre dans un cycle d'isolement prolongé, affaiblissant sa capacité à maintenir les infrastructures essentielles. Leur critique ne porte pas sur l'idée de souveraineté, mais sur la manière dont celle-ci a été imposée. Trop rapide, trop risquée, trop déconnectée des équilibres économiques existants. Entre ces deux lectures opposées, une analyse intermédiaire s'impose grâce aux données déjà documentées. Les indicateurs agricoles, énergétiques et techniques montrent une contraction réelle, mais aussi un redressement partiel significatif. Les premières initiatives locales démontrent une capacité d'adaptation que peu d'observateurs avaient anticipée. Ibrahim Traoré apparaît alors comme le vecteur d'une stratégie qui combine coût immédiat et apprentissage accéléré, dans un équilibre encore instable. La transition n'est ni un succès assuré, ni un échec inévitable. Elle constitue un processus ouvert dont l'issue dépendra de la capacité nationale à prolonger les efforts déjà amorcés sans aggraver les tensions internes. Tout bascula en silence. Au milieu des tensions et des ajustements techniques, un rapport interne du comité Sahel révéla que plusieurs stations hydrologiques supposées inactives depuis des années avaient retrouvé un niveau de fonctionnement supérieur aux prévisions. Cette découverte, passée inaperçue dans les premiers jours, marqua un tournant stratégique. Elle montrait que certaines infrastructures nationales, bien qu'anciennes, étaient capables de soutenir une partie essentielle du réseau sans dépendre d'équipes étrangères. Ibrahim Traoré, informé dès la publication du rapport, y vit une brèche décisive dans l'idée que la rupture ne pouvait conduire qu'à l'effondrement. Les ingénieurs locaux identifièrent rapidement des marges d'optimisation, ajustement des vannes, calibration des capteurs, redistribution ciblée des débits. Ces gestes techniques précis et peu visibles transformèrent la perception de la crise. Les autorités comprirent que la transition n'était plus seulement défensive, elle devenait progressivement constructive. Les provinces qui bénéficiaient de ces améliorations signalèrent une réduction des pénuries et une stabilité accrue des approvisionnements. Cette étape médiane redessinait alors le cadre général. Le pays n'avançait plus à contre-courant, mais commençait à modeler sa propre trajectoire hydraulique. Au niveau national, NN, la réorganisation de l'appareil administratif fut l'un des premiers effets visibles.
Les ministères concernés durent fusionner plusieurs directions techniques afin d'absorber la charge de gestion directe du réseau hydraulique. Cette centralisation temporaire permit de coordonner les priorités, notamment la remise en état des infrastructures les plus critiques. Parallèlement, les premières projections budgétaires montrèrent une réallocation importante vers le secteur de l'eau, signalant un changement structurel durable. Du côté des entreprises, DN, la rupture entraîna des ajustements rapides et contrastés. Certaines sociétés locales profitèrent de l'espace laissé par les compagnies étrangères pour renforcer leur capacité productive, tandis que d'autres durent faire face à une chute de leurs activités, notamment dans la chaîne d'exportation agricole. Les secteurs dépendants des pièces importées rencontrèrent davantage de difficultés, ce qui obligea les ateliers locaux à improviser des solutions techniques. Cependant, plusieurs partenariats régionaux émergèrent, ouvrant une voie de stabilisation progressive pour les acteurs économiques du pays. Dans la vie quotidienne, ND, l'impact fut immédiat mais nuancé. Les habitants des grandes villes connurent des fluctuations d'approvisionnement, avec des périodes de rationnement qui modifièrent leurs habitudes de consommation. Dans les villages, les systèmes communautaires mis en place durant les premières semaines réduisirent la pression sur les familles les plus exposées. Au fil du temps, ces dispositifs locaux favorisèrent un apprentissage collectif autour de la gestion et de l'économie de l'eau. Cette évolution transforma la perception de la crise. Elle devint pour beaucoup une opportunité d'appropriation pratique. À l'échelle régionale, Cavofre, les effets se diffusèrent au-delà des frontières burkinabées. Le Mali et le Niger observèrent de près la capacité du pays à maintenir ses infrastructures malgré les tensions, ce qui déclencha de premiers échanges autour d'une possible coordination hydrique. Cette dynamique inquiéta certaines puissances extérieures qui y virent un signe de recomposition géopolitique. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré contribua à renforcer l'idée d'une souveraineté partagée à l'échelle du Sahel. Plusieurs analystes régionaux soulignèrent que le Burkina Faso, autrefois perçu comme un acteur marginal, devenait progressivement un point de référence pour la gouvernance des ressources. Ces quatre niveaux d'impact, bien que différents dans leur manifestation, convergèrent vers une même conclusion. La fermeture du fleuve n'avait pas seulement modifié les équilibres hydriques, mais redessiné les interactions entre l'État, les entreprises, les citoyens et les voisins du pays. L'évolution restait fragile, mais elle révélait un territoire en pleine reconfiguration où chaque ajustement local contribuait à transformer le cadre général. Au cours des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune reposant sur des conditions distinctes et qui pourraient d'amplifier ou réduire les effets déjà observés. Le scénario de base verrait la transition suivre son rythme actuel sans accélération notable ni détérioration brutale. Si les infrastructures remises en service maintiennent leur stabilité, alors les pénuries resteront localisées et les réseaux communautaires continueront à jouer un rôle compensatoire. Si les partenariats régionaux se consolident, alors un partage technique plus structuré pourrait émerger, permettant d'harmoniser certains flux hydriques transfrontaliers. Dans cette version, l'économie nationale se rééquilibrerait lentement, portée par la montée en compétences internes et une planification pragmatique des ressources. Le scénario optimiste suppose un enchaînement cohérent de plusieurs progrès déjà perceptibles. Si les stations solaires récemment réhabilitées augmentent leur rendement, alors la capacité de distribution pourrait s'améliorer plus vite qu'anticipé. Si les entreprises locales parviennent à stabiliser leur chaîne d'approvisionnement, alors la production agricole et énergétique pourrait retrouver un niveau proche de celui d'avant-crise. Si le Conseil du Sahel se matérialise sous une forme opérationnelle, alors le pays bénéficierait d'un cadre collectif capable de réduire les tensions régionales.
Dans ce cas, la décision initiale gagnerait une légitimité continentale et la transition deviendrait un exemple de souveraineté construite par l'action technique. Le scénario le plus sombre repose sur l'hypothèse inverse, un cumul de pressions extérieures et de contraintes internes. Si les sanctions s'étendent ou si certaines pièces essentielles ne peuvent plus être importées, alors les réparations des barrages et turbines risqueraient de ralentir. Si les zones agricoles les plus exposées subissent une nouvelle chute de rendement, alors la loyauté populaire pourrait s'éroder progressivement. Si les partenaires régionaux hésitent à s'engager durablement, alors le pays pourrait se retrouver isolé au moment même où il a le plus besoin de soutien. Dans cette configuration, les efforts de restructuration seraient toujours possibles, mais plus vulnérables aux imprévus. Ces trois chemins montrent que l'avenir reste ouvert. Chaque avancée technique ou chaque tension nouvelle peut faire basculer la trajectoire, transformant une étape fragile en levier de consolidation ou en source d'instabilité. Pour les citoyens burkinabés, la crise hydraulique a bouleversé des habitudes ancrées depuis plusieurs générations. Les familles habituées à une eau dont l'origine leur échappait ont dû réapprendre des gestes simples, surveiller la consommation, organiser des réserves, ajuster les routines quotidiennes. Cette adaptation, d'abord perçue comme une contrainte, a progressivement créé un sentiment d'implication directe dans la gestion d'une ressource essentielle. Chaque foyer est devenu un acteur de la transition, et cette responsabilité diffuse a renforcé la cohésion entre quartiers et villages. Dans la région plus large du Sahel, les voisins du Burkina Faso ont observé avec attention l'évolution du pays. Les changements survenus dans la distribution locale, l'ajustement des infrastructures et la capacité du territoire à tenir malgré les pressions extérieures ont éveillé un intérêt certain. Certains y voient un terrain d'expérimentation susceptible d'influencer leurs propres politiques hydriques. Pour d'autres, le bouleversement actuel rappelle la fragilité partagée de toute la bande sahélienne où chaque pays dépend d'équilibres environnementaux similaires. La diaspora, elle, a joué un rôle discret mais important. Nombreux sont ceux qui, depuis l'étranger, ont contribué à expliquer la situation, à relayer les besoins ou à soutenir les initiatives locales. Leur position extérieure leur offre une perspective différente. Ils perçoivent à la fois les risques géopolitiques et l'enjeu identitaire d'un pays qui tente de reconstruire son autonomie. Cette distance leur permet d'envisager des formes d'appui souples, qu'il s'agisse de compétences techniques ou de relais d'information. À travers ces trois regards, une même idée se dessine. La transition ne concerne pas uniquement les institutions. Elle touche des gestes ordinaires, des liens sociaux, des perceptions collectives. Un simple conseil émerge. Observez la situation avec patience et attention, car les ajustements les plus décisifs se produisent souvent dans les détails du quotidien. Pour consolider la transition et transformer la rupture en stratégie durable, un ensemble de mesures structurées fut progressivement élaboré. Ibrahim Traoré insista pour que chaque étape soit mesurable afin d'éviter que la souveraineté hydraulique ne reste un concept abstrait. Première étape, audit complet et standardisation. Les équipes nationales doivent inspecter l'ensemble des stations hydrologiques dans un délai de 3 à 4 mois. Chaque installation doit être classée selon son niveau d'opérationnalité afin d'identifier les priorités techniques. La mesure de réussite repose sur un indicateur simple, le pourcentage d'équipements remis en conformité. Deuxième étape, monter en compétences accélérées. Les universités et centres de formation sont chargés de produire une cohorte annuelle de techniciens spécialisés. Les formations doivent inclure des modules sur la maintenance des vannes, la modélisation des débits et la gestion communautaire. Le suivi s'effectue à travers le taux d'intégration de ces spécialistes dans les provinces.
Troisième étape, diversification énergétique et hydraulique. Les autorités encouragent l'installation de stations solaires et de petits barrages autonomes. L'objectif est de réduire la dépendance aux infrastructures centralisées. La progression se mesure par la part de consommation issue de sources locales. Quatrième étape, coordination régionale. Le Burkina Faso doit poursuivre ses échanges techniques avec le Mali et le Niger. Les discussions portent sur la cartographie commune des nappes et la gestion équitable des débits. L'indicateur clé est la mise en place d'un protocole partagé, même minimal. Cinquième étape, participation citoyenne et transparence. Des comités locaux doivent suivre la distribution et remonter les anomalies. Chaque mois, les données publiques doivent être mises à jour. La qualité du dispositif dépend du nombre de zones couvertes et de la régularité des rapports. Ces 5 axes dessinent un chemin progressif, rigoureux, mesurable et adaptable. Lorsque la poussière des premiers mois commença à retomber, les gestes discrets aperçus au début de la transition reprirent toute leur signification. On se souvenait de ces ingénieurs qui, dans une station oubliée aux abords de Bobo-Dioulasso, avaient rétabli en quelques jours un flux de données indispensables. Ce moment, presque anodin sur le plan technique, devint le symbole d'une autonomie construite pas à pas, loin des discours et des tensions diplomatiques. À mesure que les réseaux hydrauliques retrouvaient une cohérence partielle, cette scène initiale réapparaissait comme un fil conducteur, rappelant que la souveraineté ne naît jamais d'un seul acte, mais d'une somme patiente de décisions locales. Ibrahim Traoré, souvent associé aux choix les plus visibles, voyait ainsi son geste réinterprété à la lumière de ses efforts silencieux portés par des milliers d'acteurs anonymes. Dans les villages, dans les écoles, dans les ateliers improvisés, chaque réparation, chaque ajustement, chaque relevé manuel reconstruisait un lien entre le pays et son propre fleuve. C'est dans cette accumulation d'instants simples que la transition trouva son souffle durable. À mesure que le pays avance dans cette transition longue et parfois incertaine, une idée s'impose. La gestion du fleuve Sahel dépasse désormais les frontières politiques ou techniques. Elle touche à la manière dont une communauté se représente son avenir, à la façon dont elle partage ses ressources et au dialogue qu'elle entretient avec ceux qui observent ou accompagnent ce changement. Les discussions locales, qu'elles aient lieu dans un marché, une école ou un quartier périphérique, montrent que la transformation ne s'écrit pas uniquement dans les institutions, mais aussi dans les perceptions multiples qui façonnent la vie collective. Chacun, qu'il vive sur place ou suive les événements depuis ailleurs, peut contribuer à maintenir cette conversation ouverte, attentive, respectueuse. Car comprendre une transition, c'est accepter d'en suivre les nuances, les hésitations et les points d'équilibre. Et parfois, c'est dans cet échange continu que se construisent les anticipations les plus utiles.